J'ai pas les études, et donc il va falloir que j'ai un CV qui claque. Comme tu doutes, tu es toujours en train de te questionner, donc toujours en train de travailler sur toi et de t'améliorer. Je suis assez surprise parfois par le manque de rythme que peuvent avoir les commerciaux d'aujourd'hui. Si c'est des personnes de 40 à 50 ans, si c'est des gens de 25 à 30 ans, on va pas utiliser le même canal Bien sûr. d'acquisition. Il va falloir apprendre à mixer en fait. Le CEO, c'est le premier sales de sa boîte. Si tu sais pas vendre, fais autre chose. La vente, c'est juste une personne qui a une solution, qui répond à un problème. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce premier épisode du podcast Propulsion sur la chaîne de Michel Coury. Je suis Hicham Abari, ça fait 49 ans que je suis sur cette planète et plus de 25 ans que je fais le commercial. Aujourd'hui, on va vous proposer une nouvelle émission en fait qui va vous permettre de découvrir l'envers du décor du métier de commercial, de découvrir des astuces, des trucs et astuces et de rencontrer aussi des acteurs clés de ce marché pour vous donner de la motivation, faire aimer ce métier et le découvrir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'inviter Vanessa Amsili avec moi. Bonjour Hicham. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. C'est un réel plaisir sur le premier épisode de t'avoir. C'est un honneur. Je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Ouais. mais je sais qu'on partage beaucoup de choses de manière similaire. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de commencer avec toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, première question, qui es-tu? Qui je suis? Je m'appelle Vanessa Amsili, j'ai 45 ans et un petit peu plus de 20 ans d'expérience dans ce fantastique métier que j'ai pu exercer jusqu'à aujourd'hui encore. Et je suis ravie de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Super. C'est vrai que c'est un métier qu'on adore, nous. On est vraiment pris par ce métier-là. On ne le fait pas par dépit de cause ou par opportunisme. C'est vraiment quelque chose qu'on a choisi. Exactement. C'est un métier qu'on choisit. Moi, il m'a un petit peu tombé dessus. Explique. Je le dis tout le temps. Je fais partie, tu sais, de ces profils un peu atypiques. Ouais. Moi, j'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai eu mon bac et puis je suis partie. Je suis partie découvrir ce métier. Clairement, j'ai mis un pied dans la vente. J'avais 20 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, tout au long de ma carrière. De commencer ce métier avec des gens très bienveillants qui avaient une vraie passion pour la vente et puis d'intégrer au fur et à mesure des très belles boîtes qui m'ont fait confiance parce que quand t'as pas fait d'école de commerce ou quand t'as juste ton bac et qu'en fait t'as juste ton audace avec toi, faut qu'on te fasse confiance. Et j'ai eu, je pense, énormément de chance tout au long de ma carrière d'avoir des gens qui m'ont donné les opportunités que j'ai su aussi attraper pour avancer dans ce métier. Tu parles d'opportunités que tu as su attraper. En fait, déjà, à la base, sur ton cursus scolaire, tu as fait un bac orienté commercial? Non, j'ai fait un bac littéraire. D'accord. J'ai fait un bac littéraire. Et puis, très vite, en fait, je me suis... Le comment? Le comment, le pourquoi. Ouais. Je viens d'une famille de commerçants. Moi, mon père, il a travaillé dans le sentier pendant 30 ans. Alors, le sentier, ça parle plus à beaucoup de gens aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu la Silicon Valley des grossistes et des fabricants de prêt-à-porter. Et donc, j'ai eu l'opportunité de démarrer là-bas. Et comme j'étais assez douée en langue, mon père m'a tout de suite mise sur le marché asiatique et j'ai appris avec lui. Il était fabricant. Et donc, on allait vendre en gros à des centres Leclerc, qui étaient son plus gros client à l'époque, et puis sur des marchés étrangers. J'y ai passé 5 ans, j'y ai fait mes armes, et puis très vite, je me suis dit qu'il allait falloir que je m'épanouisse autrement. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai pas les études, mais donc il va falloir que j'ai un CV qui claque. Et donc, un CV qui claque, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des beaux noms sur le CV. Et j'ai pris la liste du CAC 40. Ouais. Je me voyais pas trop aller chez Total à l'époque. Je me suis dit, attends, il doit bien y avoir des entreprises qui me correspondent. J'ai vu LVMH et je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'aller. Ouais. Et j'y suis allée. Donc, et je me suis fait embaucher. Tu t'es embauché? Ouais. Sur quel poste? Je me suis fait embaucher à l'époque comme commerciale dans une boîte qui venait d'être rachetée par LVMH qui s'appelait Benefit Cosmetics. Ouais. Donc, c'était du cosmétique.
Ça me parlait bien à l'époque. Encore une fois, on m'a très vite fait confiance. Je suis restée 5 ans chez eux et j'ai commencé comme commerciale à aller vendre les produits Benefit dans les Sephora à l'époque. Et puis, très vite, on m'a confié tout un portefeuille. Et puis, j'ai été ouvrir l'Italie. Donc, c'était passionnant. Il y avait des gens très capés au-dessus de moi qui m'ont donné beaucoup de conseils pour y arriver dans ce métier. Au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, je pense que là, j'ai vraiment fait mes armes sur des très grands comptes aussi, parce que quand on est dans le groupe LVMH, on a aussi la chance d'avoir des très grands comptes qui viennent à nous. Et j'ai eu envie de basculer dans un monde qui m'attirait, mais dont j'avais très, très peur. C'était l'univers des startups. Ouais. Et donc, pareil, je me suis dit, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Et Groupon est venu me chercher. Alors, encore une fois, ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est horrible, j'ai l'impression d'être une vieille. Non, on n'est pas des vieux. Non, mais... On a juste de l'expérience. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que je dis toujours. Non. On n'est pas des vieux, on a de l'expérience. Moi, je dis toujours, on n'est pas vieux, on est vintage. Tu vois ? J'adore. Et donc, Groupon, à l'époque, faut savoir que c'était une entreprise où on était 60 et on a scale jusqu'à 700 personnes pratiquement. Oh. Et là encore... c'était vraiment le métier de commercial terrain. Donc, j'ai usé mes semelles sur les trottoirs parisiens. Et le but, c'était vraiment d'aller faire grossir nos portefeuilles clients un maximum pour proposer sur la plateforme qui, à l'époque, avait quand même 17 millions de visiteurs uniques chaque jour. C'était quand même un gros truc. Ah oui. Ouais, c'était énorme. Et le but, c'était de pouvoir proposer tous les jours des nouveaux deals, comme on appelait ça, aux utilisateurs. Donc, 8 ans là-bas, 8 ans de vente pure et dure, avec un rythme effréné, vraiment. Ouais. Et puis, encore une fois, parce que les résultats étaient aussi au rendez-vous, j'ai eu la chance d'avoir une équipe. Donc, je suis passée team leader. Et c'était pour moi aussi mes premiers pas comme manager. Donc, quand, encore une fois, on n'a pas les codes, on n'a pas les clés, on n'a pas appris. On apprend sur le tas. C'est clair. C'est une école incroyable. Tu as parlé de rythme. J'imagine très bien le rythme chez Groupon, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous interpelle, ouais. Surtout aujourd'hui. Ouais. Tu as quelque chose à dire là-dessus ? Est-ce que vraiment on en parle maintenant ? Non, mais moi aujourd'hui, pour faire court, parce que je ne vais pas dérouler tout mon cursus, mais pour faire court aujourd'hui, je suis formatrice et coach de vente. Donc j'interviens en entreprise, en B2B bien sûr, pour aller former et coacher des commerciaux. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure au café, mais c'est vrai que je suis assez surprise parfois par le manque de rythme que peuvent avoir les commerciaux d'aujourd'hui. Je ne suis pas du tout là pour taper sur les commerciaux, loin de moi. On est des commerciaux. On est des commerciaux à la base. J'ai fait ce métier pendant presque plus de 20 ans. C'est un métier qui me passionne, que j'adore profondément, mais je trouve qu'aujourd'hui, le métier... il est différent. En quoi ? Il est différent parce que aujourd'hui, on met à disposition pléthore d'outils aux commerciaux. Vraiment, il y en a pour tout. Pour faire sa prospection, pour aller chercher ses prospects, pour aller chercher pour affiner ses cibles, pour envoyer ses mails, pour tout. Il y a même des IA qui imitent ta voix sur un call. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut répéter ? Je vais répéter. Il y a des IA qui imitent ma voix pour passer des appels. Moi, je viens pas de ce monde-là. Donc, pour moi, je trouve que, encore une fois, c'est super d'avoir tous ces outils. Vraiment, c'est exceptionnel d'avoir tous ces outils. Mais le revers de la médaille, c'est quoi ? C'est qu'on a des commerciaux aujourd'hui qui savent plus trop faire. On est d'accord. En fait, on est passé de l'artisan à l'industrie. Et du coup, aujourd'hui, on a des gens qui veulent revenir à l'artisanat, mais qui se retrouvent devant des industriels, en fait. Et qui n'ont plus les clés pour revenir à l'artisanat. Ouais. T'as raison. On était des artisans, c'est vrai. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, je pense, c'est qu'ils ne savent même plus par quel bout prendre le sujet. Quand j'arrive dans des équipes et que je vois que personne ne fait de prospection téléphonique, je suis outrée.
D'accord. Non, mais franchement, je suis surprise. Et en fait, aujourd'hui, les gens me posent toujours la même question. Moi, sur les entreprises que j'accompagne, me posent la question de savoir quel est aujourd'hui le meilleur moyen pour prospecter. Parce que tout le monde s'imagine qu'il y a... Alors forcément, on a eu des modes. On a eu la mode des emailing, du cold call, de la prospection terrain, etc., des prospectus dans les boîtes aux lettres, etc. Donc nous, on a vécu plein de choses. Mais ils s'imaginent toujours qu'il y a la dernière méthode. Et en fait, aujourd'hui, moi, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, que c'est plutôt en fait, l'omnicanal. En fait. Aujourd'hui, c'est un agrégat de plein de méthodes de prospection qui feront que, suivant ta cible, si c'est des personnes de 40 à 50 ans, si c'est des gens de 20 à 30 ans, on ne va pas utiliser le même canal d'acquisition qu'on va utiliser. Il va falloir apprendre à mixer, en fait. C'est-à-dire réseaux sociaux, mailing, prospection téléphonique, ads, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr. Déjà, si tu veux, quand on part du principe que un des soft skills, une des compétences premières du commercial, c'est son adaptabilité et sa flexibilité, ça veut dire aussi que ça doit se retrouver dans ses méthodes de prospection. Si tu me poses la question, et tu me poses la question, mais si tu me poses la question sur quel est le canal de prospection pour moi qui est le plus efficace, je te répondrai tout de suite, pour moi, c'est le call. La prospection téléphonique à froid. Pour plein de raisons. On pourra les détailler derrière, mais pour plein de raisons. En revanche, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il faut savoir user de tous les moyens que tu as à disposition aujourd'hui, et on en a quand même énormément, pour essayer d'atteindre ta cible. Ouais. Donc, venir préchauffer une audience, c'est extrêmement important. Venir commencer par attaquer, j'aime pas trop ce mot, mais attaquer ta cible sur du mail pour venir encore une fois chauffer ta cible, c'est OK. Passer par LinkedIn ou n'importe quel réseau social qui te semble pertinent et cohérent avec ta cible, on y va. Mais si derrière, en plus, tu peux appeler directement ta cible, qualifier et l'avoir au téléphone pour prendre un rendez-vous, cerise sur le gâteau. On est au top aujourd'hui, mais c'est vrai que les gens ont peur en fait de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que tout le monde est harcelé. Harcelé d'appels, harcelé de mails. T'es harcelé, toi ? Pas autant que ça. Moi, voilà, moi non plus. Et puis moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai été bizdev aussi. Donc moi, quand ils m'appellent, j'écoute. Même si le produit ne m'intéresse pas, je leur laisse le temps de parler et je leur dis ça m'intéresse. Moi aussi. Et toujours une excuse pour leur dire ça, je ne peux pas acheter votre produit, mais je les écoute en fait toujours. Je ne crois pas qu'on soit harcelé. Honnêtement, il y a peut-être des cibles effectivement aujourd'hui. Je pense, tu vois, par exemple, peut-être les DRH, c'est vrai qu'ils sont très sollicités. Ouais. On n'est pas sur-sollicités. Les gens sont sollicités, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit plus sollicité qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 20 ans. Je n'ai pas l'impression. Ah non plus, mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est surtout peut-être une peur en fait, qu'ont les gens pour aller au contact. Et en fait, ils disent, ouais, les gens vont être trop sollicités, donc j'ai peur de les appeler. Mais en fait, si tu proposes quelque chose qui va me faire gagner du temps, de l'argent, du service, ou répondre à un besoin criant, en fait, en général, je vais t'accueillir les bras ouverts, en fait. Et c'est le travail, du commercial. On est d'accord. Et on est complètement d'accord. De venir répondre précisément à un besoin, à une problématique, à des enjeux, à ce que tu veux, c'est le travail du commercial. Et quand je dis à des commerciaux, les gars, c'est 8 touchpoints, donc 8 points de contact avant de se dire que le lead est complètement mort. Vous avez entendu ? 8 points. On me regarde avec des yeux... ça paraît énorme, mais non, ça ne l'est pas. En fait, c'est super intéressant parce que je suis en phase parce que en fait, en réalité, c'est plus les gens vont peut-être moins qualifier en fait leur contact et perdre du temps sur des gens où il n'y a rien. En fait, ils sont pas capables de visualiser en fait vraiment leur cible et de se rendre compte en fait pendant l'appel que cette personne ne sera jamais intéressée et ils y passent une énergie folle à essayer de le convaincre pour rien. Oui, mais alors, on est d'accord que le problème, du coup, il est un peu avant. Exactement, c'est dans la préparation. On est dans une mauvaise préparation, on est dans un fichier qui n'est pas qualifié. Aujourd'hui, on a encore une fois des outils. Tu parlais de l'outil de prospection qui va venir enrichir tes leads avec des numéros de portable, avec des adresses mail, avec des intentions d'achat, avec des signaux qui sont quand même assez forts. Donc, si le travail est bien fait en amont et que les leads sont bien qualifiés, que ton produit, tu y crois et que tu es convaincu qu'il va apporter quelque chose à ton prospect,
je vois pas pourquoi tu prendrais pas ton rendez-vous. Ça, je suis d'accord. Moi, je parle toujours, comme je suis sur la stratégie d'entreprise, sur la partie commerciale, c'est ce que je dis, il y a toujours toute une préparation à faire en amont, que ce soit aussi bien sur la cible, sur ton offre, sur ton panier moyen, etc., sur tes cycles de vente. Et sans cette préparation, en fait, ça sert à rien d'aller contacter des gens. Et en plus, parfois, juste le fait de se préparer en amont va te faire changer carrément ton offre et donc, du coup, peut-être même ta cible. Te dire que je contacte des RRH peut-être alors que je devrais contacter des DRH ou peut-être l'inverse. Tu sais. Bien sûr. Donc, là, on parle des DRH, hein, il y a plein d'activités, il y a plein d'autres secteurs. On n'est pas focus là-dessus, même si on vous aime bien. Tu aurais un petit conseil ou des conseils à donner à des gens? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'entrepreneuriat est devenu quelque chose de normal, ça se banalise, et tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais tout le monde n'est pas commercial. Non. Et du coup, c'est un sujet qui terrorise. Moi, je vois des gens qui sont terrorisés par ça. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui lance son activité, qui a grâce à son petit réseau quelques clients, mais qui veut se développer et qui n'y arrive pas forcément, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je dis toujours, le CEO, l'entrepreneur, peu importe, c'est le premier sales de sa boîte. C'est le premier commercial. On est d'accord. Si tu sais pas vendre, fais autre chose. Non, mais je veux dire, d'accord. Si tu vas pas pouvoir tout de suite embaucher 1, 2, 3 commerciaux, des SDR, c'est pas possible. Ou alors, c'est possible et tant mieux pour toi. Mais quand bien même c'est possible et tant mieux pour toi, il faut que tu saches montrer l'exemple. Il faut que tu saches vendre ton propre produit. Donc, si j'ai un conseil, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, mais... Ou des conseils, j'ai dit. Non, oui, mais si j'ai un conseil, c'est déjà formez-vous à la vente. Formez-vous à la vente. C'est pas grave de pas savoir. On sait pas tout, c'est normal, mais il y a des choses qui s'apprennent. La vente, c'est pas inné. On a des prédispositions peut-être qui vont faire que tu vas être peut-être plus à l'aise dans certaines situations que dans d'autres, mais la vente, c'est des méthodes et des techniques qui existent, qui sont établies, qui fonctionnent, qui ont été éprouvées, et entourez-vous de gens qui vont vous aider à comprendre ces techniques et à comprendre comment les mettre en pratique dans votre propre entreprise. Travaillez sur votre offre, répondez à un market fit, répondez à un vrai besoin. Et après, bien sûr, si on doit rentrer dans le détail, il faut avoir un tunnel de vente qui soit efficace. On va peut-être expliquer ce que c'est qu'un tunnel de vente pour les néophytes. On peut expliquer ce que c'est qu'un tunnel de vente. Tu veux expliquer? Vas-y. Ah bon. Un tunnel de vente, c'est tout simplement toutes les étapes par lesquelles votre prospect va passer pour à la fin acheter votre offre. Tout simplement. Donc, c'est très simple. C'est très simple. Hein. Ça paraît toujours très compliqué, mais je le dis tout le temps, la vente, c'est simple. La vente, c'est juste une personne qui a une solution qui répond à un problème. Donc, à partir du moment où tu as compris le problème de la personne qui est en face de toi et que tu as la bonne solution, ça fit. Ça fit. Et après, c'est une question de rapport entre les gens, d'échange, d'humain, d'entente, de collaboration intelligente. Voilà. Ça fait toute la différence. Hein. Bien c'est sûr. vrai que moi, quand j'étais commercial, parfois, il y avait des clients qui voulaient travailler avec moi, en fait. C'était le côté humain. Mais bien et sûr. j'avais le même produit que mon concurrent, j'avais les mêmes prix, j'avais les mêmes services. Donc, c'était l'humain qui faisait la petite différence, en fait, sur certains dossiers. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Et après, ce que j'essaie aussi de dire aux gens en permanence, c'est le rapport à la vente, parce que les gens te disent toujours « Ouais, mais je ne suis pas vendeur, je ne sais pas faire ». Souvenez-vous juste d'un truc. Quand vous demandiez à vos parents je peux sortir 1 heure de plus ce soir, rentrer un peu plus tard, mais en échange... Là, vous saviez négocier, hein. Exactement, on est d'accord. C'est une transaction commerciale. C'est une transaction. Il y a un échange. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tout le monde est dans la transaction. Donc, tout le monde est dans la vente. Il y a juste une population, on va dire, qui va développer des soft skills là-dessus, qui va s'appuyer dessus, qui va développer des techniques pour aller plus loin, pour générer, monétiser tout ça. Mais en réalité, tout le monde est dans la vente en permanence. On est toute la journée en train de vendre. Complètement. Non, viens manger au restaurant là, viens pas. Tu négocies tout, tu argumentes tout le temps, tu essayes de convaincre tout le temps dans ton quotidien. Tout le monde est comme ça. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure, il y en a qui ont des prédispositions. Forcément, il y a des gens qui vont être plus convaincants que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir des meilleurs arguments que d'autres. Mais pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, je dis souvent, on vous achète vous. Complètement.
On vous achète vous, pas votre produit. On vous achète vous. Bien sûr, votre produit, il va répondre, encore une fois, à la problématique, mais c'est vous qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est le commercial qui va faire la différence. Soyez pas le commercial de plus. Pareil, quand vous faites vos calls ou quand vous êtes en rendez-vous, soyez pas le commercial numéro 745. Mais oui, prêche à convaincre. Juste, sois le commercial de plus. Fais la diff. Fais la diff avec celui qui vient d'appeler juste avant. Et en plus, c'est une personnalité avec laquelle on va avoir envie de travailler. Donc, en fait, il ne faut pas essayer de ressembler à tout le monde, comme tu le dis. C'est justement ça, c'est une personnalité. Donc, soyez vous-même. Et quel que soit l'endroit d'où vous venez, le cursus scolaire que vous avez eu, en fait, il faut faire la diff juste avec la personnalité. Ça, c'est un accélérateur, en fait, la personnalité. Et on s'imagine que c'est le contraire. Et souvent, alors moi, j'ai mis du temps aussi à m'en rendre compte. J'ai voulu rentrer dans des clichés, etc., costume, cravate, machin comme tout le monde, etc., discours bien policé. Et en fait, à partir du moment où tu es aligné avec toi-même, c'est là où tu exploses, en fait. Clairement. C'est toi, en fait. Ouais, je pense. Je pense vraiment, sincèrement, je crois que j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu si j'avais pas eu la personnalité que j'ai. C'est pas prétentieux de dire ça, pas du tout. Mais je pense que c'est la réalité. Les gens aiment travailler avec moi parce qu'ils savent que ça va être agréable, sympathique, drôle, parce que je n'imagine pas mon travail autrement. Mais c'est vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Tu vois, j'imagine pas travailler autrement. Ça, je suis complètement en phase avec toi parce que la meilleure des ventes, c'est celle où tu t'éclates, où tu parles pendant 80% du temps de tout et de rien. Exactement. Et tu n'as que 20%, 15% du temps où là, on va vraiment rentrer dans le dossier, le produit, l'offre, etc. Et on va avancer. Le fameux contrat comptoir. Ouais, le contrat signé sur un comptoir. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas. On est vintage. Hein. Donc, le comptoir en zinc, c'est vintage. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, maintenant, je vous envoie ça par mail. Je vous envoie ça par mail. Mais, signature électronique. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, comme tu le dis, c'est 80% de parler de tout et de rien, de refaire le monde. Et puis, 20% où on se focus sur, OK, c'est quoi les termes de ce contrat et on y va et on le signe. On est complètement en phase sur le sujet. Et puis, moi, j'adore ce métier parce que ce qui est bien aussi, et je pense qu'on partage la même vision du truc, c'est que chaque rendez-vous est différent. Moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, en fait, et j'ai besoin, en fait, d'être stimulé en permanence. Et du coup, quand je faisais mes rendez-vous quotidiens, que ce soit de la prospection ou des rendez-vous avec des clients, je savais à quelle heure je rentrais, mais je ne savais pas à quelle heure je sortais. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Des fois, tu t'imagines que ça va mal se passer alors que ça se passe super bien. Des fois, tu es dans le sens inverse. Tu crois que c'est du caviar, mais en fait, non. Tu vois, et chaque rendez-vous te stimule et te pousse en fait à être encore meilleur et à apprendre. Je crois que c'est ça que j'aime le plus dans ce métier. C'est que tu n'as aucun jour qui se ressemble. Aucun. Tu t'ennuies jamais. 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 Donc, j'encourage vraiment les gens à faire ce métier. Faites-le et prenez du plaisir quand vous le faites parce que tu rencontres énormément de gens. Tu as des interlocuteurs très différents. Tu vas pouvoir aller, suivant ta cible en plus, tu vois. Tu peux aller, si ta cible, c'est des commerçants, ça n'a rien à voir. Si tu traites avec des C-level. Et c'est la richesse de ce métier aussi. Ça, c'est clair. Et j'ai une question à te poser. Oui, je t'écoute. Et là, c'est toi. Est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu étais une timide? Alors, quand tu étais jeune vient de me mettre en plein. Alors, quand tu étais une petite fille, Alors, j'étais pas timide, mais j'étais très réservée. Ouais. J'étais très, très réservée. J'osais peu prendre la parole. Et c'est un peu perso ce que je vais dire, mais on m'a toujours fait sentir ce côté... bon, ce que tu vas dire, ça va pas être intéressant. Jusqu'à très tard. Et puis, il y a eu un moment, je me suis dit, mais attends, c'est tout aussi intéressant que ce que les autres disent. Et très vite, j'ai pris confiance en moi. Et très vite, j'ai gonflé mon ego. Donc, ce qui fait que quand tu as un gros ego, quand tu as confiance en toi, en fait, rien ne t'arrête. Et je pense que dans ce métier, c'est important. Alors, je dis pas qu'il faut avoir un boulard comme ça. Hein, oui, okay, d'accord. Mais je pense que c'est important et que ça aide
parce que tu renvoies un message qui est extrêmement positif. On a envie de travailler avec des gens qui ont confiance en eux. C'est important. C'est très important. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai travaillé là-dessus énormément. Et j'ai cultivé cette confiance et j'ai cultivé cet ego-là. Top. Pourquoi je te posais cette question? Et on va revenir sur ce sujet parce que ce qui m'intéresse, c'est dans la réponse que tu vas me donner sur le comment. C'est que moi, dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de commerciaux, hommes-femmes, très différents culturellement, lieu de vie, etc. Et les meilleurs, entre guillemets, quand tu discutes avec eux, tu pousses, etc., tu découvres, en fait, très souvent, il y a un profil où on est très timide à la base. Enfin, on vient chercher à combattre quelque chose de notre passé. Moi, j'étais un très grand timide quand j'étais petit. Et je me souviens de scènes où tu pouvais me parler, je devenais tout rouge et je perdais tous mes moyens. Tu sais, je ne parlais pas. Tu vois. Et aujourd'hui, quand je dis aux gens, moi, je suis un grand timide, des gens ne me croient pas, en fait. Tu vois, parce que ceux qui me connaissent me disent, c'est impossible, tu parles à tout le monde, nanana, etc. Et c'est ça le truc, et ça me fait rire, en fait, c'est de se rendre compte, en fait, que j'ai découvert plein de profils. La base était la même, la timidité. C'est pour ça que je t'ai posé la question, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est comme ces gens qui s'inscrivent au cours de théâtre pour aller vaincre la peur de parler en public, leur timidité. Je sais pas si j'ai fait ce métier pour vaincre ça, mais peut-être, maintenant que tu en parles, peut-être, ouais. Peut-être que c'est un choix inconscient, d'ailleurs, où je me suis dit, tiens, je vais aller me pousser, je vais être obligée d'aller parler à des gens, je vais être obligée de convaincre. Et me prouver. Et de me prouver que je suis capable. Bien sûr, que je peux y arriver. Et encore plus, je pense, quand tu n'as pas fait d'études. Parce qu'il y a un certain complexe qui est là. Il est évident. On a tous le syndrome de l'imposteur. On a tous eu le syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre de sa vie, de sa carrière. Mais il ne faut pas le laisser prendre de la place. C'est ça. On a tous eu le syndrome de l'imposteur. Tous les bons commerciaux l'ont et doutent. Et c'est ça qui fait en fait qu'ils sont bons. Parce qu'en fait, comme tu doutes, tu es toujours en train de te questionner, donc toujours en train de travailler sur toi et de t'améliorer. Donc, une faiblesse peut être une force. Il faut savoir juste l'utiliser et la diriger de la plus bonne des manières, en fait, tout simplement. Et se faire accompagner. Et se faire aider. Par des coachs ou des consultants. On est en train de faire notre pub, là. mais c'est hyper important, en fait. Et le comment, en fait, tu t'es rendu compte, en fait, tout ça, et tu as décidé de travailler, en fait, toute seule, tu t'es fait accompagner. Tu as demandé de l'aide Je l'ai dit au début, j'ai eu, je pense, énormément de chance dans mon parcours professionnel. Vraiment. De la chance parce que j'ai des gens qui m'ont toujours fait confiance et des gens qui avaient, eux, pour le coup, fait beaucoup d'études. Alors, c'est pas parce que tu fais des études que tu as confiance en toi, hein, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ils avaient cette structure que j'ai pas. Ils avaient cette manière de réfléchir que je n'avais pas. Et ça allait vite, ça me fascinait. Ça allait vite dans leur tête. Ouais. Très vite. Beaucoup plus vite que dans la mienne. Et en fait, au contact de ces gens-là, j'ai puisé ce que je n'avais pas chez moi. Je l'ai puisé chez eux, aussi parce qu'ils voulaient bien me le donner, aussi parce qu'ils mettaient du cœur à former les gens avec qui ils travaillaient. Et donc, j'ai appris comme ça, au contact de gens. Et j'ai pas de problème avec ça, hein. Au contact de gens qui étaient plus, je vais pas dire plus intelligents, mais qui étaient plus vifs, peut-être, qui étaient plus à même de comprendre des choses plus rapidement que moi. Et donc, je les regardais faire. J'ai beaucoup regardé. Je me suis beaucoup formée comme ça, en shadowing, derrière des gens, à écouter, à comprendre, à reproduire. Avec bien sûr, ma personnalité, toujours. Avec ma griffe, avec ma patte. Mais donc, je pense que c'est important d'être bien entouré. On n'a pas tous la chance d'être bien entouré, on ne va pas se mentir. Mais quand dans ton parcours, tu as des gens où tu te dis « je pense que je peux apprendre de lui », colle-le. Suis-le. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, j'ai pas un environnement, j'étais pas dans un environnement familial où j'avais des sales ou des entrepreneurs, on n'en avait pas, en France en tout cas. Et donc, je me suis toujours appuyé alors aussi bien des collègues ou d'autres managers. Et moi, j'ai eu la chance, dans une de mes expériences, d'avoir rencontré un directeur commercial qui adorait expliquer. Donc, quand j'ai capté, en fait, que lui dire, s'il vous plaît, j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça ne lui posait aucun problème. Au contraire, il avait son petit ego aussi, ça le narcissait. Mais
Mais moi, ça me permettait d'évoluer. Et du coup, je l'ai sollicité et pour comprendre en fait toute la mécanique derrière tout ce qui est chiffres. Et ça m'a permis en fait après je vais me vanter un peu, d'être sur le site sur lequel j'étais, d'être parmi ceux qui étaient les plus efficaces, rapides à la lecture en fait des chiffres et à l'analyse en fait, tu vois. Parce que l'analyse des chiffres, pour moi, je m'appuie sur ça en fait pour pouvoir Bien construire sûr. aussi des plans d'action et faire de l'accompagnement et juger la qualité, la quantité, etc., etc. Et c'est une belle rencontre parce que grâce à lui aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai appris avec lui, bah aujourd'hui, ça, c'est un des fondements de mon activité. Tu vois? Donc, n'ayez pas peur de vos managers, posez-leur la question Mais ils sont là parce que pour parfois, ça. ils sont là pour ça. Mais Yvan, Et ils ils sont là, sont les là pour managers sont là ça. pour ça, ouais. Ils sont là pour ça. Alors, si ceux qui sont là pour ça, on est d'accord, mais n'oubliez pas aussi une chose, c'est que vous avez le contraire, les managers dits toxiques. Un manager commercial dit toxique, il faut savoir l'identifier. Alors moi, je suis pas là, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de toxique, mais c'est quelque chose d'important de s'en rendre compte. Bien sûr. Parce que c'est celui qui va, en fait, vous miner le moral et vous épuiser et vous faire partir. Et j'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière qui ne se posaient pas la question de voir des départs, en fait, en cascade chez eux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur qu'est-ce que tu pourrais en dire? J'ai pas été confrontée à ça. Donc, Directement. j'ai eu de la chance, je pense. Mais je sais que ça existe, évidemment. J'ai moi-même été manager et je pense que un manager qui se remet pas en question, un manager qui montre pas l'exemple, un manager qui sait pas mettre les mains dans le cambouis, je suis pas convaincue que ce soit un très bon manager. Un manager qui ne sait pas entendre et comprendre son équipe, je ne suis pas convaincue que ce soit un très bon manager. Donc, si vous sentez à un moment que vous n'êtes pas bien entouré et que ce manager-là n'a pas envie que vous réussissiez, bah, partez, il y en a des boîtes. Des boîtes qui recrutent des commerciaux, il y en a des tonnes. Et des meilleurs postes, il y en a des tonnes. Un bon manager, c'est celui qui veut te faire prendre sa place. Exactement. C'est exactement ce que je dis toujours. Le rôle du manager, c'est de détecter en fait le potentiel de tes équipes et dire bon, celui-là, c'est celui qui va prendre ma place, Bien ou sûr. celle-là qui va prendre ma place. Il faut que je la prépare, ou la prépare pendant 2-3 ans. Et les autres, tac, tac, il faut que je les positionne sur d'autres postes, etc. Et je les fasse monter en compétences. Bien Je suis sûr. complètement d'accord avec toi. Il doit être capable de voir le potentiel de ses équipes. Et tu disais qu'il y a des postes. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a 200 000 postes vacants en France pour les commerciaux. Énorme. C'est juste énorme. Énorme. Il y a 15 ans, on était autour des 100, 150 000. Aujourd'hui, on a 200 000. Donc oui, ça ne sert à rien de s'enfermer dans un boulot où on est malheureux et on n'est pas bien. Parce que le commercial, lorsqu'il vend clientèle, il doit rayonner, il doit transmettre quelque chose. Donc si on est en mode lunaire, on ne peut pas faire passer lunaire à solaire. Ça se ressent. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais tu vois, tu te rends compte. Et on avait traité un peu de ce sujet, c'était l'image du commercial qui a changé. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, pour toi? Peut-être pas se faire que des amis, mais pas que des ennemis. Non, je plaisante. Elle a changé à plusieurs égards, je pense. Déjà, il y a un premier grand changement, c'est que la digitalisation du métier fait que le commercial n'a plus un pied sur le terrain. Tu t'en connais, toi, des commerciaux qui font beaucoup de porte-à-porte? Bah, pour moi, quand je parle de porte-à-porte, les gens ils comprennent pas, en fait, de quoi je parle. Du vintage, là. Donc, alors, bien sûr que dans certains secteurs, il y en a encore, évidemment. Mais la digitalisation, encore une fois, a fait que ça a mis un écran entre le prospect, le client et le commercial. Ouais. Donc, l'échange n'est plus le même. Et je trouve ça très dommage. Je ne vais pas réinventer la roue. Encore une fois, le Covid est passé par là et ça a modifié, ça a largement transformé notre façon de travailler. OK, donc on fait avec aujourd'hui. Mais la contrepartie, c'est que l'humain qui doit être au cœur de ce métier manque un peu, je trouve, à mon sens. Un peu. Ouais. Beaucoup. Beaucoup, on va le dire. Beaucoup. Parce qu'en fait, on peut se rendre compte de l'image que générait le commercial il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Avant, moi, j'ai pu le voir quand j'ai fait mon premier stage en 3e, c'était des stars quand ils arrivaient en entreprise. Aujourd'hui, on est devenus un peu des ouvriers des temps modernes. Et en plus, aujourd'hui, on nous taxe d'être trop cher, d'être des coûts et pas des investissements, de ne pas rapporter, etc., etc. Donc, les gens
n'ont plus confiance dans la force de vente. Et ça, c'est quelque chose qui manque, en fait. C'est quelque chose sur lequel on aimerait bien travailler sur cette image et permettre aux gens de comprendre que c'est le contraire. Aujourd'hui, si tous les grands groupes ont des forces de vente terrain, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que sur le terrain, il se passe énormément de choses qu'on ne peut pas capter quand on est chez soi ou quand on est dans l'entreprise. Et je trouve qu'il faudrait remettre un petit peu de terrain au cœur du sujet. Du sujet. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, remettre de la personnalisation dans ces approches. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, on est sur un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on fragmente toutes les actions liées dans la partie prospection. Setter, closer, bizdev, etc. Donc, on a des ultra spécialistes, mais sur une seule thématique. Ouais. En fait, est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord pour dire qu'on a des commerciaux? Genre, arrêtez de se convaincu. Hein. Non, mais alors, je comprends cette volonté de fractionner, comme tu dis, de sectoriser presque son travail. Je comprends l'intérêt. Déjà, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Oui. Okay. Tout le monde ne peut pas avoir un pôle SDR qui va être sur la prospection pure et dure, un pôle qui va ne faire que de la discovery call, un pôle qui va faire que du rendez-vous, un autre qui va être uniquement sur le closing. Enfin, et donc, la même personne qui a discuté peut-être avec 4-5 personnes différentes. Exactement. Donc, déjà, tu as un multi-interlocuteur. Je pense que pour le prospect, c'est quand même pas l'idéal. Et puis, j'aimerais quand même rappeler qu'un commercial, il est censé savoir tout faire. On est d'accord. C'est un couteau suisse. Un commercial, il doit être capable de prendre ses propres rendez-vous. Qu'il soit aidé par une équipe en renfort, c'est OK. Mais il doit savoir prendre ses rendez-vous. Il doit savoir faire ses rendez-vous. Il doit savoir closer. Et il peut même être amené à avoir un portefeuille client et faire un peu d'élevage. Et qu'on arrête de me dire non, mais j'ai trop de travail. mais tu plaisantes. J'ai discuté la dernière fois avec une amie qui me disait que sa fille a fait 3 mois en fait, de prospection et que c'était trop. Et je lui dis, mais moi, j'ai fait des années de prospection. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu te formes et que tu apprends. Écoute, je vais partager une petite anecdote. Encore une fois, il n'y a rien de méchant dans ce qu'on dit et on n'est pas là pour... vraiment pas du tout. Ce n'est pas le sujet de casser du sucre. On est des anciens commerciaux. Je pense qu'on a cette légitimité pour parler de ce qu'on connaît. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn où je disais on peut passer 60 calls en 1 heure. Mmh. Tu vois, ça n'a pas l'air de te surprendre. Non, bah non. En 2 heures, pardon. En 2 heures. Excuse-moi. 60 calls en 2 heures. Et j'ai un jeune homme qui a répondu en commentaire 60 calls en 2 heures, mais vous voulez vraiment que je fasse un burn-out? Un burn-out en 60 calls? Mais je change de métier, mon grand. Non, mais... Là, ils vont nous taxer de... Non, mais... Alors, OK, on n'est pas là pour faire du travail à la chaîne. Encore une fois, il faut faire les choses intelligemment. Mais, les gars, un commercial, il doit être capable de prendre son téléphone, de faire 40, 50, 60 calls, même 100, 120 calls par jour, même si ce n'est pas que son métier. C'est une question d'organisation. Mais quand tu vas remplir ton pipe avec 5, 6, 7 rendez-vous archi qualifiés, on s'en reparle et tu verras que non, faire 60 calls en 2 heures, c'est pas inhumain si tu fais pas que ça. Complètement. Et en plus, 60 calls, ça ne veut pas dire 60 échanges. Non, ça ne veut pas dire 60 échanges en plus. Là, mais tu vas dans le détail. Parce que 60 échanges en 2 heures, t'es bon quand même. Ouais. Mais 60 calls, allez, si t'as 30 décrochés, c'est quand même top. C'est un bon taux. C'est un très bon taux. Et si derrière, tu arrives à prendre, entre 4 et 5 rendez-vous, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Tu as fait ta journée, non? On est sur quasiment 10% de prise de rendez-vous et on est bon. On est très bien. Et franchement, quand je bossais et que je devais faire ma prise de rendez-vous, parce que j'avais pas d'SDR, moi, qui me prenait mes rendez-vous, j'en ai jamais eu. Et il y avait même pas de market, enfin, il y avait très peu de market. Mm-hmm. Donc, faire ta prise de rendez-vous, faire tes rendez-vous, closer, envoyer tes contrats, parce qu'il n'y avait pas d'automation, hein, OK? Les contrats,
C'est des décomptes à papier. Relancer, suivre ton client, rappeler pour voir si tu pouvais faire de l'upsell ou du cross-sell. Enfin, et des fois, même s'occuper des encaissements. Et parfois même s'occuper des encaissements. Et que tu sais faire tout ça, mais t'es une pépite pour l'entreprise, mon gars. T'es une vraie pépite pour l'entreprise. Mais c'est exactement là, tu t'es le couteau suisse, en fait. Mais bien sûr. En fait, nous, on l'a été par nos parcours parce que c'était comme ça. On a dû nous s'upgrader en fait avec le temps parce que les nouveaux outils arrivaient, donc on les a intégrés. Mais aujourd'hui, en fait, ce que tu dis, c'est que ils sont à un certain niveau. Donc, tout ce qui est avant ou etc. ne les intéresse pas. Donc, ils se mettent à niveau et ils rentrent dans une case. On parlait de compartimenter en fait tout le process de vente. Ils rentrent dans cette case et ils n'y bougent plus. Ils sont closers à vie, entre guillemets. Alors que nous, on a dû faire de la prospection téléphonique, terrain, etc. Et c'est une bonne école, en fait. Bien sûr que c'est une bonne école. Et surtout, je pense que c'est une force aujourd'hui pour un commercial de pouvoir affirmer en entretien d'embauche, je suis capable de tout faire. Je suis capable de faire de la prospection, je suis capable d'aller en rendez-vous, je sais faire un rendez-vous de vente, un entretien de découverte, je sais contrer des objections, je sais closer, je sais négocier. Enfin, il va falloir qu'on fasse un deuxième épisode si on doit parler du détail de tout ça. Alors, on va les mettre en PLS. Non, mais je trouve que c'est un avantage aujourd'hui de savoir tout faire. Et je vais rebondir sur ça, ce sera ma dernière question. C'est aujourd'hui, tout à l'heure, tu as utilisé le mot d'élevage. Parce que pour nous, c'est sujet en fait logique. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il y a en face de l'élevage? Enfin, les profils. On a les profils éleveurs et chasseurs. Mm-hmm. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, expliquer? Sur les deux profils? Ouais, rapidement, en 2 mots. Ouais. Oui, rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un éleveur et qu'est-ce que c'est qu'un chasseur? Un chasseur, c'est celui qui va aller chercher du newbies, donc des nouveaux prospects. Uniquement. Et l'éleveur, c'est celui qui va faire en sorte que ce nouveau prospect qui vient de rentrer et qui est client reste dans l'entreprise. Donc, il va faire de la rétention et lui proposer des produits complémentaires ou des produits plus chers que ce qu'il a déjà acheté. Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est hyper important dans les recrutements. Parce qu'aujourd'hui, si on est sur des produits récurrents, on ne peut pas aller se permettre d'aller recruter un chasseur. Parce que le chasseur, par définition, son ADN, c'est d'aller chercher que des nouveaux clients tout le temps et avec des systèmes de primes qui sont généralement importants. Et c'est pareil pour l'éleveur. L'éleveur, on ne va pas le mettre sur de la chasse. S'il y a 50%, 60% de chasse sur la mission, il ne va pas y arriver. Parce que moi, j'ai vu des commerciaux qui étaient des tueurs, si tu veux, en élevage. Quand je les emmenais sur le terrain sur la prospection, il n'y avait plus personne. Oui, mais l'avantage, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut avoir le mood, l'envie, etc. Ouais, il faut avoir envie. Après, il y a des profils un peu comme nous. Je pense qu'on est des hybrides. On est capable de prospecter et de gérer un portefeuille client. Oui, je pense qu'il y a des tempéraments aussi. Ouais, il y a des tempéraments dans ce métier. En tout cas, c'était super intéressant. Franchement, j'espère qu'on a donné de la valeur à tout le monde et que vous avez compris beaucoup de choses. En tout cas, j'ai adoré ce moment de partage et je pense qu'il faudra qu'on refasse un épisode 2, toi et moi, et qu'on rentre un peu plus dans le détail. Deuxième volet. Sur plus de sujets. Avec plaisir. Donc, on te retrouve où? Alors, sur tous les réseaux sociaux? Pas sur tous les réseaux sociaux. Sur un en particulier? En particulier, qui est LinkedIn. OK. Donc, Vanessa Amsili. Okay. Sur LinkedIn et on me retrouve, j'espère, dans toutes les plus belles entreprises de France pour aller former les commerciaux. Suivez-la. Moi aussi, je vais te suivre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur le terrain. Avec plaisir. Et de se confronter tous les deux en face à face. Allez, pourquoi pas. Un format combat de boxe, tiens, ça peut être pas mal ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hicham. Merci à toi, c'était super. Et merci à vous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, allez-y, osez et faites-vous confiance. C'est ce qui est le plus important. C'est comme ça qu'on y arrive. En apprenant, en se dépassant et en n'ayant pas peur. Allez, ciao.